Salut à tous, bienvenue pour ce nouveau versus à regarder dans le noir. Et ce soir, on vous a concocté un petit programme pas piqué des hannetons, à savoir Carrie versus Carrie en fait. Alors on va parler ici du premier film de Brian De Palma et de Carrie la Vengeance, sorti, si je ne raconte pas de conneries, en 2013. Alors on va commencer bien sûr par le film de Palma. Carrie au bal du diable est adapté du roman de Stephen King Carrie, paru en 1974. Il sort en 1976, il est réalisé par Brian De Palma et il met en scène une toute jeune Sissy Spacek qu'on verra après notamment dans JFK d'Oliver Stone, Nancy Allen qu'on verra plus tard dans Robocop et John Travolta dans son deuxième rôle au cinéma, qu'après on ne présente plus puisque c'est John Travolta. On va pas non plus vous faire l'affront de vous présenter Brian De Palma puisque c'est le papa de Scarface, de Mission to Mars, et c'est lui qui va relancer aussi la franchise Mission Impossible avec Tom Cruise. Avant de commencer cette vidéo, quand on parle d'un classique, on spoil. Comme des bâtards. Voilà. Donc si vous n'avez pas vu Carrie au bal du diable et Carrie la Vengeance, arrêtez-vous là, regardez les deux films et revenez après. Le film met en scène le personnage de Carrie White, âgée de 16 ans au début du film, comme dans le livre d'ailleurs, une enfant non désirée puisqu'issue d'un viol conjugal qui vit avec sa mère, cette dernière étant d'ailleurs une fanatique religieuse, et croyez-moi, c'est peu de le dire, ne manquant jamais une occasion de rappeler à sa fille que la moindre de ses actions lui vaudra de rôtir pour l'éternité en enfer. Autant vous dire qu'elle partait pas forcément dans la vie sur le bon pied. Sa mère d'ailleurs lui confiera clairement, mot pour mot, que dans un premier temps, elle a envisagé de la tuer à la naissance. Grosse ambiance quoi. Donc Carrie sera en permanence maintenue dans l'idée qu'elle basculera irrémédiablement vers le péché de chair ou que la moindre bribe de relation sociale la conduira irrémédiablement vers le malheur, puisque sa mère, en fervente catholique, est une ardente défenseuse du l'enfer, c'est les autres. Donc de bol, si vous avez vu le film, l'histoire lui donnera quand même plus ou moins raison. De ce fait, Carrie est bien sûr perçue comme la fille bizarre de son école et subira bien sûr les moqueries, les brimades et autres humiliations de la part de ses camarades. Je mets des guillemets. Donc au fil de ces railleries et de ces moqueries, Carrie va se découvrir des pouvoirs télékinésiques, rien que ça. Et malheureusement, le soir du bal de promo, après une blague qui ira beaucoup trop loin, Carrie va commettre l'irréparable. Le film est bien sûr un classique absolu du cinéma d'horreur, mais également du cinéma tout court. On y retrouve entre autres ce qui fait en grande partie du style de Brian De Palma, c'est-à-dire le split screen. Alors le split screen, c'est quoi? C'est tout simplement une méthode qui vise à couper l'écran en deux pour pouvoir montrer deux actions qui se passent en même temps, mais à deux endroits différents. Le procédé dans Carrie est utilisé lors de la scène de bal. Brian De Palma déclarera d'ailleurs regretter l'avoir utilisé à ce moment-là, parce que pour lui, il trouve qu'il y a une cassure en fait dans l'action, et que ça crée une distance entre le public et ce qui se passe à l'écran. Alors en ce qui me concerne, moi je n'ai pas forcément vu les choses comme ça. Justement, je trouve que ça renforce l'impact et l'horreur de la scène. Je trouve le procédé plus efficace que si, par exemple, Brian De Palma avait utilisé un banal, on va dire, champ contre champ. Parce que ça permet de voir en même temps, de rester au plus près vraiment du personnage de Carrie, où on voit toute la violence, l'effroi, l'horreur du personnage, en même temps que les conséquences en fait de ces actes, et de montrer ces deux aspects-là en même temps sur la même image. Moi, je trouve que ça renforce l'impact en fait de la scène. On peut bien sûr voir à travers le caractère ultra fanatique du personnage de Margaret White une charge contre l'ultra-puritanisme américain, du moins en ce qui concerne la sexualité, dont les adolescents peuvent souffrir, manquant probablement de repères au moment où leur identité a tendance à changer à ce niveau-là. Par exemple, au début du film, au moment où elle sent son corps changer, ceux qui ont vu le film savent de quoi je parle, la mère de Carrie refuse que sa fille lui parle de ses règles, par exemple, parce que pour elle, ça représente quelque chose d'impur. Sa fille va basculer dans l'âge adulte
est en âge de procréer et va fatalement finir par se vautrer dans la fange. Le péché vient de la faute originelle. Maman, le péché vient de la faute originelle. Donc, de ses propres dires, Carrie reprochera à sa mère de ne lui avoir jamais parlé de ce changement physique. Ça induira bien sûr un profond traumatisme chez Carrie, puisqu'elle lui déclarera mot pour mot qu'elle pensait qu'elle était en train de mourir à ce moment-là. Donc là, on a un bel exemple assez concret des conséquences que peut avoir sur un adolescent ou une adolescente une éducation trop stricte et trop puritaine en fait. Donc si le film est encore aussi considéré comme un film culte aujourd'hui, bah c'est peut-être justement parce qu'il traite de thématiques qui parlent encore à beaucoup de monde aujourd'hui, notamment les adolescents. Il faut savoir pour l'anecdote, alors ça remonte un petit peu, mais en 2008, le film date de 76, donc ça montre quand même un peu l'impact de la chose. En 2008, donc une enquête, je sais plus de quel journal, a révélé que Carrie, c'était le film préféré des adolescents américains à voir à Halloween. Donc, ça situe à peu près, je rappelle que le film est sorti en 76, ça situe à peu près à quel point les thématiques abordées par De Palma dans ce film de Stephen King du coup dans le bouquin, sont encore ancrées dans la société actuelle, quoi. Donc du coup ces thématiques très actuelles, c'est bien sûr le harcèlement, d'une part scolaire, que ce soit de la part des autres adolescents voire des adultes, parce que voilà, c'est pas tout rose non plus à ce niveau-là. Problème qui, je pense qu'on va pas se mentir, qui est toujours très présent encore aujourd'hui, voire peut-être même plus qu'à l'époque. Il est en effet facile de faire un parallèle entre le traitement réservé à Carrie, que ce soit de la part de sa mère, de ses profs ou de ses camarades de classe, et le passif de certains auteurs de tueries de masse aux États-Unis. Il suffit, lors de la scène finale, de remplacer les pouvoirs télékinésiques de Carrie par une arme à feu pour que le film trouve une résonance effroyable avec certains événements ayant lieu depuis plusieurs années aux États-Unis. L'impact du film n'en est que renforcé, et comme dit plus tôt, l'écho que trouve le film dans certains événements récents aux États-Unis font froid dans le dos quand on le visionne aujourd'hui en 2021. Chose peu courante pour un film de cette époque, le mâle dominant est absent du film. En effet, il y a des hommes quand même, mais ils sont secondaires et ils sont tous manipulés par les femmes. Par exemple, on peut prendre le personnage de Billy Nolan qui est complètement manipulé par Chris, notamment lorsqu'elle l'incite à torturer Carrie avec elle lors du bal. Et il est dit de manière très explicite que Chris le manipule grâce au sexe. William, quant à lui, accepte d'accompagner Carrie au bal parce que Suzanne lui fait la demande. Dans un premier temps, il l'accepte pas par compassion pour Carrie, mais vraiment pour satisfaire la demande de Suzanne, même si finalement celui-ci prendra du plaisir à aller avec Carrie au bal et qu'il va d'ailleurs regretter les événements qui vont s'y passer. D'une manière générale, les hommes sont tout de même assez faibles dans ce film et ils peuvent être facilement manipulés pour peu que Popol puisse faire mumuse. Alors là, il n'y a plus de respect. On va casser un petit mythe à propos d'une croyance populaire sur le film qui a la vie tenace. À savoir qu'il a été couramment entendu et même écrit que lors du tournage de la scène du bal, il avait vraiment été utilisé du sang de porc. Alerte spoiler, non. Il a été utilisé un mélange de, je crois, sirop de maïs et de colorant rouge. Bon, ça doit quand même être relativement dégueulasse. Même si SpaceX s'en est amusé et a déclaré lors d'une interview s'être ressenti comme une pomme au caramel après le tournage. C'est mignon. Le film a donc bien sûr eu un impact considérable sur la pop culture puisqu'il sera cité dans de nombreuses œuvres. Alors on peut citer pêle-mêle Evil Dead, Buffy contre les vampires, The Descent, enfin on peut faire une liste longue comme le bras d'œuvres qui citeront au moins un passage de l'œuvre de De Palma. Alors le clip vidéo, c'est aussi inspiré énormément de ce film. On va prendre le clip de Rihanna par exemple. Bitch better have my money. Par exemple. Ou bien, et là c'est plus une interprétation personnelle, dans le clip Toothless de Korn, sauf que à la place de Carrie, on a Aaron Paul. Aaron Paul, pour la petite histoire, c'est Jesse dans Breaking Bad. Et sauf que au lieu d'utiliser des pouvoirs télékinésiques, il dégueule littéralement sur les gens des hectolitres de vomi. Le film a eu un accueil plus que favorable puisqu'il a même été nommé aux Oscars, ce qui n'est pas rien pour un film d'horreur.
En plus de ça, il fut un réel succès commercial puisqu'il va remporter presque 34 millions de dollars alors qu'il n'a coûté que 1 800 000 dollars. Carrie, la vengeance, sorti en 2013, mettant en scène Chloé Grace Moretz, qu'on a vu dans le rôle de Hit Girl par exemple dans Kick-Ass, Hugo Cabret ou Dark Shadows, et on s'excuse du peu quand même, Julianne Moore dans le rôle de Margaret White, qu'on a pu voir par exemple dans des films tels que Jurassic Park, Le Monde Perdu, The Big Lebowski ou Les Fils de l'Homme. Le film est réalisé par Kimberly Pierce, à qui l'on doit par exemple le film Boys Don't Cry ou divers épisodes de séries télé tels que The Old World. Et après avoir réalisé Carrie, la vengeance, elle réalisera plus aucun long métrage. J'aime autant vous dire que ça n'augure pas grand chose de bon. Alors, le film n'est pas un remake du premier, mais bien une réadaptation du livre de Stephen King. Malheureusement, vous vous en doutez, il va quand même souffrir de sa comparaison avec le film de Brian De Palma. Alors le pitch va pas différer du premier, c'est logique puisque du coup c'est le même livre donc c'est la même histoire. Là où le film va un petit peu changer, c'est surtout dans l'écriture des personnages, puisque par exemple la relation que Carrie entretient avec sa mère est un chouïa différente. Dans cette nouvelle adaptation, Carrie va tenir beaucoup plus facilement et rapidement tête à sa mère. J'ai pas fauté, c'est toi qui as fauté. Elle fait parfois preuve même d'un petit sadisme qui va presque attirer l'empathie vers sa maman. C'est peu dire. D'ailleurs, dans le premier film, je lui trouvais un petit côté un petit peu witchy, sorcière à la maman de Carrie. Là, un petit peu moins dans celui-là. Là où dans le premier, elle va avoir donc ses longues tuniques noires, ses longs cheveux roux, un petit peu en bataille, donc un petit peu l'image de la sorcière de cette époque-là. Là, en fait, la maman de Carrie va plutôt être un petit peu folle. Elle va se taper la tête contre les murs, ce genre de choses. Ouais, elle a plutôt l'air d'être complètement psychotique en fait. Après, elle n'a pas une vie facile non plus, alors forcément, ça peut se comprendre. Il est carrément suggéré à un moment que Carrie a même envie de tuer sa mère, Suggéré de manière bien appuyée, elle a vraiment envie de la tuer. Carrie va également apprendre à se servir très tôt dans le film de ses pouvoirs, et elle va vraiment le maîtriser là où dans le film précédent, il va se manifester plutôt de manière plus ou moins inconsciente, plus sur le coup d'une émotion. Après, dans le livre, il est écrit quand même que Carrie, très très jeune, maîtrise déjà son pouvoir puisqu'elle va réussir par exemple à faire léviter un biberon, qu'après elle va l'oublier et qu'elle va le redécouvrir à l'adolescence. Et du coup, lors de la scène du bal, c'est montré quand même assez explicitement que Carrie maîtrise vraiment son pouvoir. Et c'est là aussi qu'on va voir une différence notable au niveau du caractère du personnage. À savoir que dans ce film-là, elle a l'air d'utiliser consciemment son pouvoir et elle a l'air de sciemment, donc d'être parfaitement consciente de ce qu'elle fait. Elle a l'air parfaitement consciente de faire du mal à ses camarades et aux professeurs. J'en veux pour preuve, à un moment donné, elle fait léviter clairement une professeure qui a toujours été bienveillante avec lui de manière à la sauver de l'électrocution qu'elle est en train d'infliger aux autres. Donc ça montre bien qu'elle maîtrise totalement son pouvoir et qu'elle est parfaitement consciente de ce qu'elle fait à ce moment-là. Comme on l'a dit, là où dans le premier film, elle avait plutôt l'air d'agir à l'instant en fait, sous le coup d'une émotion, elle tue tout le monde, elle fait pas de distinction et c'est presque inconscient, c'est quelque chose qu'elle ne maîtrise pas en fait. Oui, parce que là du coup elle épargne des gens, chose qu'elle ne faisait pas dans le premier. Donc ça renforce peut-être le caractère violent, brutal du personnage. Alors justement, elle donnera presque dans cette scène-là l'impression presque de prendre un certain plaisir à voir ses bourreaux souffrir en fait. Là, on est clairement dans le cadre d'une vengeance en fait. Du coup, l'impact, on va dire, cathartique de la scène, il est beaucoup plus présent. Là, c'est une pure vengeance. Et du coup, ce côté cathartique, il a pour effet une plus grande violence, je trouve. Le personnage de Carrie est beaucoup plus brutal et violent que dans celui de De Palma. Et du coup, ça contraste, je trouve, à titre personnel, avec le visage assez angélique de Chloé Grace Moretz. Alors, honnêtement, à la première vision du film, j'avais pas décelé ça, et je trouvais que, on l'a trouvé tous les deux d'ailleurs,
que le choix de Chloé Grace Moretz, alors attention, je ne remets pas du tout en cause le talent d'actrice de Chloé Grace Moretz, mais que physiquement, elle ne correspondait pas à l'image qu'on avait de Carrie. Alors, sans dire que Sissy Spacek était laide ou quoi que ce soit, c'est pas ça le débat. Elle a un côté weirdo, elle a un côté vilain petit canard que Chloé Grace Moretz n'a pas. Le personnage de Chloé Grace Moretz dans celui-là, c'est plus une adolescente mal dans sa peau en fait, qui a un visage angélique, voilà. Et du coup, je pense qu'elle a été recrutée pour ça, pour le contraste entre son visage angélique et la violence dont le personnage peut faire preuve. Dernier point, justement après la scène du bal, l'image de la jeune fille qui met en scène, qui met la ville à feu et à sang, elle est beaucoup plus fidèle à ce qu'on peut voir dans le livre en fait. On va un petit peu approfondir le personnage de Margaret White, donc comme je vous le disais avant, on a déjà un petit peu parlé de son personnage dans ce remake, nouvelle adaptation. Donc, comme on vous le disait ici, c'est plus vraiment une fanatique religieuse, même si la religion a quand même une place très importante dans sa vie, puisqu'elle semble vraiment souffrir de problèmes mentaux. Comme je vous l'ai dit, elle se tape la tête contre les murs, on la verra notamment aussi s'automutiler. Et puis bien sûr, elle sera victime des mauvais traitements que lui infligera sa fille. Elle l'enfermera par exemple dans le placard, là où d'habitude c'est Carrie qui est enfermée. Et donc à ce titre, le rapport dominant-dominé est un petit peu changé dans ce film. Et forcément, ça fonctionne un petit peu moins bien. Du coup, c'est tout le film en fait, je trouve, qui fonctionne moins bien. Mais en fait, t'avais ce truc dans le film de De Palma où Carrie voyait toujours sa mère par au-dessus, donc en fait l'angle de... En contre-plongée. Ouais, l'angle de la caméra était toujours en contre-plongée, donc t'avais vraiment ce rapport dominant-dominé où sa mère était toujours vue par en dessous. Là, tu l'as pas. Non, la relation entre Carrie et sa mère est totalement différente, on l'a dit. Et du coup, c'est ça, pour moi, en grande partie, qui fait que le film fonctionne moins bien. Parce que on n'est pas censé avoir de l'empathie pour la mère de Carrie, en fait. La charge anti-puritanisme est ici assez effacée. On va plus être sur un film qui va aborder des sujets comme le harcèlement scolaire. C'est vraiment un sujet beaucoup plus actuel aujourd'hui, bien que l'ultra-puritanisme existe toujours aux États-Unis. Mais c'est vrai que là, le sujet est beaucoup plus actuel. Après, sans rien enlever à Chloé Grace Moretz, on est quand même sur un jeu d'acteur qui n'est pas à la hauteur de la première Carrie qui était interprétée par Sissy Spacek. En fait, pendant tout le film, j'ai eu l'impression que Chloé Grace Moretz avait envie de jouer comme la première Carrie, sans jamais vraiment réussir à s'approprier le personnage. En fait, elle jouait comme Sissy Spacek. Et du coup, pour moi, ça fonctionnait pas. Tu vois, la mayonnaise ne prenait pas, en fait. En fait, on a plus l'impression de Chloé Grace Moretz qui joue Sissy Spacek, qui joue Carrie, en fait. C'est ça, comme une espèce d'imitation, en fait. C'est ça. Et du coup, ça fonctionne pas. Un autre truc que j'avais relevé, moi, qui me met un petit peu mal à l'aise, je trouve. Enfin, mal à l'aise, je vais peut-être un peu loin, mais c'est que, en fait, l'interprétation de Sissy Spacek, je sais pas si tu avais relevé ça aussi. On a vraiment l'image, elle joue vraiment parfaitement bien le vilain petit canard weirdo, timide, etc. Alors je sais pas trop comment expliquer ça, où on a presque l'impression que la Carrie de Chloé Grace Moretz, elle est consciente d'être une belle jeune femme en fait, d'être une belle adolescente, et elle a plutôt un côté genre timide, mais genre je suis toute timide et tout, tu vois, c'est un peu... Ça fonctionne pas, je trouve. Je me suis posé la question, est-ce qu'elle est pas maquillée en fait dans le film? Parce que tu vois clairement que dans le film de De Palma, Carrie est pas du tout maquillée, elle a toujours les cheveux comme ça devant, alors que dans La Vengeance, on n'a pas trop cette impression, on a l'impression qu'elle est un petit peu maquillée, qu'elle est un petit peu pomponnée. Elle n'a pas le côté négligé en fait. Voilà, c'est ça, il y a moins le côté négligé et du coup ça marche moins bien forcément. Et pour rebondir sur ce que tu as dit, elle a beaucoup plus de mal à traduire la timidité maladive de Carrie. Mais dans la scène du bal, elle va exceller, parce que cette scène est vraiment excellente, c'est que pour le coup, elle a un jeu assez impressionnant dans cette scène-là. Dans le dernier tiers, en fait, du film. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, le film est loin d'être un ratage complet. Il est d'ailleurs, sur certains passages, plus fidèle au roman de Stephen King. Sauf que il n'arrive jamais à se hisser au niveau du film de De Palma. En même temps, c'est un peu compliqué de se mettre au niveau de De Palma. La faute à une mise en scène un peu trop classique, à certaines maladresses d'écriture et puis des fois à certains jeux d'acteurs bancals. Alors même si tout n'est pas jeté dans le film, pour moi c'est sans surprise le premier Carrie de De Palma qui gagne. Et pour toi?
Pareil, je suis très étonnée de ce choix, dis donc. En tout cas, pour ma part, je sais pas si toi tu penses la même chose, je pense que Chloé Grace Moretz a le potentiel pour devenir une future icône du cinéma d'horreur. Franchement, moi, pour ma part, j'aimerais bien qu'elle poursuive dans cette voie, même si je pense que ça a assez peu de chances de se produire. Hein. Aujourd'hui, le cinéma d'horreur n'est plus assez vendeur. Voilà, donc je pense qu'elle va plutôt faire son chemin du côté du blockbuster. Mais... qui sait? Qui sait? Who knows? Ben voilà, on est déjà à la fin de ce versus spécial rentrée scolaire. Je pense que Carrie, elle l'a très mal vécu, sa rentrée. Ouais, c'était pas une super rentrée, c'est vrai. C'était pas ouf. On espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et Twitter. N'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, à lâcher un pouce, un petit commentaire et à partager. Ça fait toujours plaisir. En attendant, faites de beaux rêves. Et si vous faites des cauchemars, n'oubliez pas, c'était pas du vrai sang en fait.